Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant 1 heure, bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, Territoire d'info, c'est 1 heure de direct, on retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui Louis Giscard d'Estaing, vice-président de l'UDI qui sera débriefé par nos éditorialistes Denis Jambard et Yves Tréhard. Dans un instant le JT des territoires suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale, puis vous retrouverez le Zap Élysée, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, le JT des territoires. Le ministre de l'Intérieur en déplacement hier à Londres a solennellement demandé à la Grande-Bretagne d'assumer son devoir moral en accueillant plusieurs centaines de migrants mineurs isolés. À quelques semaines du démantèlement de la jungle de Calais, on craint sur place un retour en arrière et l'installation de petits camps sur le littoral. Reportage de Caroline Fichten pour EO Télé. Des sacs et des valises par dizaines sont entreposés ici dans le hangar de l'auberge des migrants. Le démantèlement de la jungle qui pourrait débuter le 17 octobre se prépare un peu. Certains exilés seraient d'ailleurs déjà partis du camp. Christian Salomé estime à 1 millier le nombre de migrants ayant quitté Calais. D'une part, les personnes qui sont allées en Angleterre, parce que ces derniers temps, il y a pas mal de monde qui passe. Soit on les laisse passer, soit ils émettent plus d'énergie, ou il y a plus de monde qui essaie. Soit ils vont vers d'autres endroits, vers le camp de Grande-Synthe, vers Paris. Il y a beaucoup de gens qui repartent sur Paris, tout simplement. Au centre d'accueil provisoire, il n'y a plus de place disponible et l'on constate là moins de turnover. Les Soudanais notamment, qui souhaitent pour beaucoup rester en France, attendent le démantèlement. Un démantèlement qui pose question car les structures en dur doivent aussi disparaître. La Vie Active qui gère les lieux emploie 135 personnes. On connaît la réalité du terrain, on sait que le démantèlement ne va pas être facile et on ne sait pas trop effectivement derrière ce qui va se passer en ce qui nous concerne. Donc d'abord on est inquiet par rapport aux migrants et puis moi en tant que responsable de la structure, bien évidemment je suis inquiet pour le devenir des salariés et des personnes qui composent le site. Il y a beaucoup d'interrogations autour du démantèlement et personne ne croit qu'il n'y aura plus de migrants à Calais, situé face à l'Eldorado britannique. Les associations font déjà des appels aux dons pour des tentes et des duvets, car on craint la création de mini-camps un peu partout. Un terrible retour en arrière. Les gens vont retourner se cacher dans les bois, ils vont retourner dans les jardins publics, ils vont retourner sous les ponts dans Calais. Et ils vont retourner un petit peu partout, tout le long de l'autoroute. On s'attend à retrouver des gens tout le long de l'autoroute, tout à fait. Et la situation sera encore plus grave que maintenant. Le camp de Calais, c'est entre 7 et 10 000 personnes, dont plusieurs centaines de mineurs isolés. Bernard Cazeneuve demande aujourd'hui à Londres de les accueillir et d'assumer son devoir moral. La question de la surpopulation carcérale est toujours dans l'actualité après les annonces du Premier ministre Manuel Valls jeudi dernier de création de nouveaux établissements pénitentiaires. Certains élus non consultés sont mécontents. C'est le cas de Bernard Perru, maire de Villefranche près de Lyon. Sur place, Bertrand Frachon pour TLM. Ni le préfet, ni le directeur de la maison d'arrêt, ni le maire de Villefranche n'ont été informés ni consultés. Drôle de méthode pour un Premier ministre et pour un ministre de la Justice à un tel niveau, bien sûr, de l'État. Le coup de colère de Bernard Perru, le député maire de Villefranche-sur-Saône, à l'annonce par le Premier ministre d'un projet de construction d'une maison d'arrêt supplémentaire sur la commune qui en accueille déjà une. Le seul projet d'ailleurs en Auvergne-Rhône-Alpes pour accueillir une nouvelle maison d'arrêt. Et surtout, j'ai été choqué, puisque sur la carte justement publiée par le ministère de la Justice, ne figure pas la maison d'arrêt que Villefranche a déjà à l'heure actuelle avec 700 détenus. C'est donc soit de l'ignorance, soit de la mauvaise volonté. Et en tout cas, je m'opposerai à ce que Villefranche accueille une deuxième maison d'arrêt sur ce territoire. Même incompréhension du côté des syndicats de l'administration pénitentiaire, pas informés eux non plus du projet. La pertinence, elle sera peut-être plus près de Lyon, dans un alentour un petit peu différent, sûrement que le Nord. Un deuxième établissement sur Villefranche, ça me paraît pas, si c'est un établissement normal, on va dire, pertinent. Si c'est un établissement, spécialisé avec une prise en charge de détenus spécifiques, particulièrement estampillés ou sur des aspects ou de sécurité ou au contraire de réinsertion, pourquoi pas, mais il faut voir comment c'est fait.
Quelques jours après avoir été frappé par l'ouragan Matthew, Haïti, le pays le plus pauvre du continent américain, est en deuil national. Pour aider cette population en urgence et apporter une aide humanitaire, l'association vendéenne Demain pour Demain a décidé de se mobiliser. Alexis Rezon était présent lors de l'assemblée générale de cette association à Marseille-Sainte-Ragonde pour TV Vendée. En fait, ça, c'est un club qui avait été construit pour les enfants et apparemment, il ne reste plus rien. Cette école, c'est celle que parraine et finance l'association Demain pour Demain. Depuis 2010, ce sont plus de 30 000 € qui ont été investis pour la scolarisation et la nourriture des enfants de Kenskoff, à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale Port-au-Prince. Ça n'est pas la région qui a été le plus durement touchée par l'ouragan Matthew la semaine dernière. Il n'y aurait pas de victimes dans le village. Mais les dégâts matériels sont importants, 6 ans après un séisme particulièrement dévastateur. Quand je suis allé en 2010 en mission avec quelques volontaires de l'association, c'était horrible cette misère dans les rues. En 2014, on est retourné en deuxième mission. Je n'ai pas beaucoup vu d'amélioration. Il y avait autant de misère. Et après le passage de Mathéo, je me suis dit, mais c'est impossible. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer la situation. Face à cette nouvelle catastrophe, l'association basée dans le sud Vendée a évidemment décidé d'agir sans sortir de ses prérogatives initiales. Nous ne sommes pas au niveau d'une ONG, nous n'en avons pas les moyens, mais nous essayons, avec toutes nos différentes manifestations en Vendée, nous essayons de collecter des fonds pour envoyer, pour aider les enfants de l'école. Puisque l'école est fermée à cause des dégâts, et notre premier objectif, c'est de le ouvrir pour que les enfants retournent à l'école. La tôle, tu sais combien ça? Réunis en urgence ce week-end, une vingtaine de membres de l'association a décidé d'envoyer dès aujourd'hui 1 000 € en Haïti. C'est 2 fois plus que le versement mensuel habituel. On envoie au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Une autre enveloppe de plusieurs milliers d'euros est à disposition et sera envoyée progressivement dans les mois à venir. À propos d'Alstom maintenant, c'est une information exclusive TV7 en Gironde. 17 rames de tram Alstom sont actuellement immobilisées au centre de maintenance rive droite à Bordeaux, à l'origine des incidents depuis le mois dernier sur des batteries. Des investigations sont en cours avec Alstom pour en connaître la raison, mais en attendant 17 rames en moins sur le réseau, c'est moins de tramways pour les usagers. Explication avec Dominique Parmentier. Ce sont au total 26 rames qui ont été livrées par Alstom entre 2013 et 2014. On a connu mi-septembre des problèmes sur les batteries de relais, les batteries de secours qui se trouvent en toiture. Ce sont des batteries qui sont sollicitées quand il y a une interruption d'alimentation par le sol. Et sur 2 rames, on a connu des dégagements de fumée, voire même un début d'incendie sur des racks de batteries en toiture. Donc par précaution, nous avons vérifié l'ensemble de ces 26 rames et certaines ont dû être arrêtées puisque les investigations qu'on a pu faire ont montré des lacunes et des insuffisances de puissance. 8 des 26 rames ont été remises en exploitation sous contrôle, mais 17 autres sont donc toujours immobilisées ici au centre de maintenance de la Bastide, ce qui n'est pas sans conséquence sur le trafic, et ce, depuis mi-septembre, en pleine rentrée scolaire et universitaire, notamment aux heures de pointe. On a donc suspendu les services partiels, qui amènent une fréquence de 3 minutes 30 à l'heure de pointe, et on offre aujourd'hui une fréquence à 5 minutes sur les troncs communs. La direction a bon espoir d'un retour à la normale début novembre, après les vacances de la Toussaint, mais les investigations sont toujours en cours, en présence du constructeur Alstom. Un comité d'hygiène et de sécurité extraordinaire aura lieu jeudi prochain, mais les syndicats s'inquiètent surtout pour l'avenir. Nous avons une nouvelle version de RAM qui vient d'arriver. Il y en a 5 sur le réseau en test, sur 10. Et on ne sait pas si celles-là aussi ont des problèmes au niveau des batteries ou si c'est les câbles d'alimentation qui posent ce problème. Des problèmes qui pourraient peut-être remettre en question le lancement au mois de décembre de l'extension de la ligne C. Mais là aussi, la direction de Keolis se veut rassurante. Ce week-end, une cérémonie pour mettre à l'honneur les jeunes sapeurs-pompiers de l'Aube a été organisée au centre de secours et d'incendie de Troyes. Ces jeunes sont issus de l'école des jeunes sapeurs-pompiers de l'Aube. Ils sont plus de 200. La plupart se destinent dans les prochaines années à intégrer les casernes. Fabien Léger pour Canal 32 les a rencontrés.
L'école des jeunes sapeurs-pompiers de l'Aube compte plus de 200 recrues. C'est à partir de 12 ans qu'ils peuvent y prétendre. Pendant 4 ans, une formation de base leur est prodiguée pour, à l'âge de 16 ans, devenir sapeur-pompier volontaire. Sur un département de un peu plus de 300 000 habitants, avoir 230 jeunes sapeurs-pompiers, c'est quelque chose de considérable et d'important qui permet, oui, d'assurer de manière plus satisfaisante la relève dans les centres de secours du corps départemental. Cette école, c'est avant tout la transmission des valeurs des pompiers, apprendre les rudiments du métier, le secourisme, la manipulation des matériels liés à l'incendie, autant de cours enseignés par des animateurs bénévoles. Ce qu'il faut rappeler, c'est que cette école, les jeunes sapeurs-pompiers, les animateurs, sont sur un volet associatif. Et c'est important de le rappeler parce que les animateurs assure l'encadrement de nos jeunes et la formation de nos jeunes à titre exclusivement bénévole. Samedi, ces jeunes sapeurs-pompiers étaient mis à l'honneur. Certains ont été récompensés pour avoir terminé leurs 4 ans d'apprentissage. D'autres sont encore sur les bancs de l'école. Ça fait depuis 3 ou 4 ans que j'ai envie de devenir sapeur-pompier. Du coup, j'ai intégré l'école. Maintenant, j'en suis là, je suis sapeur-pompier volontaire. Et j'en suis vraiment très très fier. Plus tard, j'aimerais bien devenir sapeur-pompier pour sauver les personnes. Parmi ces jeunes, tous ne deviendront pas pompiers professionnels, certains resteront volontaires. Pour autant, cette école est un bon moyen pour donner aux jeunes une valeur essentielle. Pour finir ce journal, direction Nice, où des œuvres sont mises aux enchères au bénéfice des victimes de l'attentat du 14 juillet. La vente aux enchères aura lieu dimanche prochain et elle s'annonce spectaculaire. Plus de 130 artistes ont donné des œuvres pour l'occasion. Caroline Fayolle pour Azur Télé en a rencontré deux qui, pour qui s'associer à cette opération, était une absolue évidence. On les écoute. Voilà 25 ans que Louis Dolé dessine, peint ou sculpte au gré de ses envies. Mais aujourd'hui, l'artiste niçois a choisi de donner 3 de ses œuvres pour la vente aux enchères au profit des victimes de l'attentat. Des dessins symboliques créés pour l'occasion. Baie des Anges, quel est le symbole de la Baie des Anges aussi, en plus des anges, c'est la petite chaise bleue. Donc j'avais envie de faire quelqu'un qui marche et qui marche vers l'aventure, qui marche vers le soleil et la petite chaise bleue. Et puis quant à ma main, eh bien, c'était pour me mettre moi dedans. Et puis... pour me mettre moi dedans, mais avec amour, j'espère. 130 artistes et une dizaine de galeries ont répondu à l'appel pour participer à cette vente caritative. Kat Karoff a aussi souhaité manifester son soutien en offrant l'une de ses aquarelles, une sirène fédératrice à l'image de Nice. Si j'ai choisi cette sirène, elle représente vraiment Nice pour moi. Et j'avais pas un autre élément aussi fort que ça, le symbole de la liberté, mais de quelqu'un qui est en même temps attaché au lieu, qui aime beaucoup cette ville. Et en fait, on a l'impression qu'elle est super légère et super naïve et juste ça, mais en fait, c'est pour exprimer aussi beaucoup plus de profondeur que ça. Les acquéreurs pourront repartir avec des œuvres artistiques, mais aussi des objets, comme la planche de surf de Bryce de Nice, ou encore, plus original, une voiture de collection. Plus touchant, la fondation Niki Saint-Phal qui a envoyé 2 dessins de Los Angeles, ou des interventions, notamment ces 2 touristes anglais, c'est plus que 2, ils étaient de nombreux touristes anglais qui chaque année font un rallye historique entre Londres et Nice, et qui arrivaient à Nice, voyant la promenade des Anglais, ont laissé les clés de leur Jaguar en disant vous la mettrez aux enchères au profit des victimes de la ville de Nice. La totalité des bénéfices sera reversée au profit des victimes de l'attentat. La vente aux enchères commence dimanche 16 octobre. Voilà, surtout rendez-vous-y. Avant d'accueillir les éditorialistes de la presse quotidienne régionale, une revue de presse de vos journaux ce matin. Alors dans l'actualité aujourd'hui, migrants après Calais, le défi de l'accueil pour Ouest France. Pour la République des Pyrénées, le Béarn se prépare à l'arrivée des réfugiés. Également dans l'actualité, l'affaire Omar Haddad, vous vous en rappelez, l'ADN n'est pas celui du jardinier, c'est un rebondissement dans l'affaire du meurtre de Ghislaine Marchal, dont le corps avait été retrouvé en 1991, près d'une porte sur laquelle figuraient les fameuses inscriptions de sang. Omar m'a tué. L'ADN retrouvé sur des scellés n'est pas celui de l'ancien jardinier accusé.
dans Libération Champagne. Vous avez vu la dépêche. Attention à la limitation de vitesse en Occitanie. La dépêche, ces radars qui vont flasher plus. Donc attention à vos points sur le permis. Voilà, vous n'avez pas vu la une de Libération Champagne, mais c'est Omar Haddad. Sud-Ouest immobilier, c'est le moment d'acheter. Les agents immobiliers vont se frotter les mains à Bordeaux. La conjoncture des taux d'intérêt très bas et les prix restant modérés, hors des grandes métropoles bien sûr. Tout cela favorise l'accès à la propriété. Une parenthèse enchantée qui ne devrait pas durer si vous avez besoin ou si vous pouvez investir. C'est le moment, c'est le titre de Sud-Ouest aujourd'hui. Voilà, on va passer au débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Et aujourd'hui, j'accueille un nouveau sur ce plateau. Bonjour Maxime Fieschi. Bonjour Cyril. Vous êtes responsable du Parisien édition 93. Oui. Et merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Hervé Favre de La Voix du Nord, bonjour. Merci à vous et Olivier Allemand de Campagne TV, le partenaire de cette matinale d'info qui nous diffuse également sur votre antenne 3 fois par jour. On démarre par ce débat, ce premier débat. C'est le drame de Viry-Châtillon, bien sûr, où des syndicats policiers appellent à une grève du zèle, alors qu'un policier est toujours entre la vie et la mort à la suite de l'attaque au cocktail Molotov contre sa patrouille samedi. On va écouter tout de suite Manuel Valls et Bernard Cazeneuve qui se sont rendus sur place hier à Vitry-Châtillon. Ils ont manifesté leur soutien et la fermeté de l'exécutif. On écoute le Premier ministre. Il n'y a pas de zone de non-droit. Et je veux le dire très clairement à mes compatriotes, que je n'accepte pas ces analyses-là. Pourquoi ces individus agissent ainsi? C'est parce que la police fait son travail. L'état de droit, l'autorité de l'État, la justice seront là pour répondre à ces actes criminels. Nous avons une police qui fait un travail extraordinaire. Être policier, c'est un métier particulièrement difficile. Hervé Favre, votre édito ce matin dans La Voix du Nord, c'est la réaction tardive de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve après l'attaque des policiers samedi. Oui, moi j'ai trouvé ça effectivement assez tardif parce que pendant 48 heures, les images de ces voitures incendiées ont tourné en boucle sur les chaînes info. Et bon, le déplacement sur le terrain m'a paru effectivement... On a connu le gouvernement plus réactif, c'est ça que je veux dire. Et en plus, une certaine maladresse dans l'expression, parce que parler de sauvageons, là je crois qu'on est passé à un échelon supérieur. Quand on met le feu à une voiture de policiers avec les policiers à l'intérieur, et si j'ai bien compris, en essayant de les empêcher de descendre, on est dans la tentative d'assassinat. Donc ça traduit une échelle de plus dans la violence de ce qui se passe dans ces quartiers. Alors Maxime Fieschi, vous êtes responsable donc de l'édition Seine-Saint-Denis 93, responsable voilà, du Parisien, qui est aussi un quotidien régional, le Parisien. Est-ce qu'il y a des zones de ce type dans votre département? Alors, je ne suis pas forcément très à l'aise avec l'idée de zone de non-droit. Je n'ai pas parlé de non-droit. Non, non, tout à fait, mais c'est vrai que c'est un terme très sensible. Qui revient de plus en plus ces jours-ci. Le 93, puisque je travaille en Seine-Saint-Denis, a quand même cette image de département particulièrement frappé par la misère sociale, mais aussi par les le 9-3 comme on dit. Oui, le 9-3, le 93. Donc la misère sociale qui est particulièrement présente, aussi des violences urbaines, il ne faut pas le nier. On se rappelle en 2005 que les émeutes avaient démarré après des événements à Clichy-sous-Bois. Bien sûr. Cet été encore, il y a eu quelques coups de chaud, comme on peut dire. Néanmoins, pour faire écho à ce que disait Manuel Valls, une zone de non-droit, c'est une zone où la police ne va plus, où la justice ne s'exerce plus. Dans le 93, justement, depuis la rentrée, on nous a annoncé quelques renforts policiers supplémentaires, 300 policiers qui vont arriver dans le département, en plus par rapport à ce qui avait été fait, par rapport aux effectifs qui étaient prévus. Et hier, on a eu 62 nouveaux magistrats qui sont arrivés au tribunal de Bobigny. C'est une grande nouveauté, ça fait 183 magistrats pour la Seine-Saint-Denis, ce qui va permettre effectivement de travailler un petit peu plus. Pendant que vous parlez, on voit la une nationale du Parisien, on ne s'attendait pas à ce qu'ils veuillent nous tuer. C'est extrêmement fort comme parole, ça. C'est extrêmement fort. On se rappelle déjà des événements qui avaient eu lieu pendant les manifs contre la loi travail. Là, c'était en plein Paris, on n'était pas dans des quartiers, et on avait des manifestants qui avaient jeté un cocktail Molotov à l'arrière d'une voiture de police. Là, on est passé vraiment à l'échelle supérieure, puisque la volonté de tuer, visiblement, était
clairement exprimé par les personnes qui sont pro-policiers. Sur cette histoire des zones de non-droit, Manuel Valls a effectivement multiplié les déclarations d'autorité. Moi, j'entendais un policier juste après qui disait si, monsieur Valls, les zones comme ça existent, venez avec nous à la Grande Borne et sans dispositif de sécurité, vous verrez ce qui se passe sur ces lieux. Donc, on sait qu'il y a quand même des quartiers où la police ne va plus vraiment, enfin, en tout cas, se fait discrète par peur des réactions. Et à Lille... Alors, j'allais vous dire, dans le nord de votre région... Il y a des quartiers... On va parler de Roubaix. Des quartiers difficiles. Roubaix. Roubaix, Tourcoing, c'est plus effectivement sur la métropole, sur l'île Sud, avec des trafics, les trafics de drogue, comme ça existe un peu partout. Et là, disons qu'il y a des... Ça revient dans l'actualité périodiquement, il y a des flambées de violence, mais jamais à ce niveau-là quand même. Il y a des voitures incendiées évidemment, mais là c'est vraiment une attaque très très grave. Est-ce que vous avez reçu des policiers et des magistrats supplémentaires en renfort dans le Nord? Oui, Martine Aubry s'est longtemps plaint effectivement de ne pas avoir les effectifs suffisants. Elle a été entendue par Bernard Cazeneuve, oui. Mais on a l'impression qu'il n'y en aura jamais assez, quoi. C'est ça le terrible. Et chaque gouvernement qui arrive prétend vouloir rétablir l'ordre dans ces quartiers, et on voit bien que le problème revient toujours. Maxime Fieschi. Oui, on parlait des 300 policiers supplémentaires qui arrivent en Seine-Saint-Denis par rapport aux prévisions. Néanmoins, les syndicats, eux... estime qu'il en faudrait 800 à 900 et non pas 300. Donc on sait quand même que c'est le manque de moyens humains avant tout et de redistribution des effectifs sur l'ensemble du territoire. C'est plus, paraît-il, une question de redistribution des effectifs. On est quand même après une période de réduction drastique des effectifs. On dit que les forces de l'ordre sont ultra tendues après l'euro, après les... Oui, ils ont été hyper sollicités par l'état d'urgence. Et puis on arrive après une période de réduction drastique des effectifs. Il y a le problème de la réponse pénale aussi, puisque les policiers qui sont présents dans ces quartiers, quand ils interpellent des délinquants, effectivement, après, risquent de les revoir dans la rue quelques jours plus tard. Alors, j'ai une question qui s'adresse surtout à vous, Maxime Fieschi, puisque vous êtes responsable du Parisien dans ce département 93. Pour les journalistes, pour vos équipes, comment ça se passe? Pour les policiers, on a bien vu. Est-ce que vous allez dans ces quartiers? Est-ce que vous y allez facilement? Est-ce que vous connaissez des difficultés? Comment ça se passe concrètement? Pour faire vos pages? Pour faire nos pages, écoutez, nos collègues se rendent dans tous les quartiers, qu'il s'agisse de sujets plutôt compliqués, après un fait divers par exemple, sur un phénomène de société un peu difficile à aborder. Néanmoins, on peut se rendre absolument partout. Alors il est vrai que, comme tout un chacun, il y a des endroits où la nuit tombant, peut-être, il est plus compliqué de se balader. Mais vous ne connaissez pas les difficultés que décrit la police, c'est ce que je veux dire. Non. Les difficultés existent. Il est nécessaire de temps en temps de prendre quelques précautions. En se rendant dans un quartier, on donne rendez-vous à des gens, non pas dans des appartements, mais peut-être en bas de l'immeuble. Lorsqu'on voit qu'il y a des attroupements, qu'on est visiblement repéré comme étant étranger au quartier et que les gens se montrent un petit peu hostiles, il est hors de question de s'obstiner ou de ce genre de choses. Mais on va dans les quartiers, on a le devoir d'y aller de toute façon. Et de rapporter ce qui s'y passe. Pour rapporter ce qui s'y passe. Est-ce que la vraie gangrène, comme on le dit, c'est le cannabis, c'est le trafic de drogue? Je pense que au-delà... Il y a un débat là-dessus. Oui, tout à fait, sur la légalisation du cannabis notamment, et sur le fait que la vente désormais devait être autorisée. Écoutez, oui, je pense que le trafic de cannabis a une part importante dans toutes ces violences. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, je pense, l'immense précarité qui frappe ces quartiers, tous les problèmes sociaux, le chômage des jeunes. Donc voilà, c'est une des composantes de ces problèmes-là, quoi. Alors, Olivier Allemand, Campagne TV, alors vous représentez le monde rural. Est-ce qu'on connaît à la campagne, dans les territoires, ce type de problématique, ou est-ce que c'est uniquement, destiné malheureusement au monde urbain ou suburbain? En fait, des zones de non-droit proprement parlées, telles qu'elles sont décrites là, on les a pas encore. Par contre, on a un terreau qui commence à être fertile par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie paupérisation, là aussi, hein, on a vu des campagnes avec tous les problèmes liés justement aux revenus agricoles actuels, mais il y a aussi un sentiment d'isolement et d'abandon, là aussi, qui commence à monter. Et donc, du coup, effectivement, on a de plus en plus de
de population qui est réceptive en tout cas à ce type de discours-là, mais on est loin là aussi de ces zones de non-droit parce qu'évidemment la police et la justice est présente et il y a encore un respect en tout cas de ces fonctions régaliennes dans les territoires ruraux, quoi. Ouais. Hervé Favre, Calais, toujours dans la Voie du Nord, Bernard Cazeneuve a fait un aller-retour express à Londres. Oui, après donc s'être rendu dans l'Essonne, il est allé à Londres rencontrer son homologue britannique, donc la nouvelle ministre qui a remplacé Theresa May, qui maintenant est Premier ministre. Donc voilà. Il faut expliquer aux téléspectateurs, le Premier ministre anglais actuel était l'homologue de Bernard Cazeneuve avant. Voilà, tout à fait. Et donc c'est la discussion sur le démantèlement de la jungle qu'on annonce imminent la semaine prochaine. Que faire des mineurs? François Hollande avait mis le sujet sur la table au sommet d'Amiens il y a quelques mois. Et depuis l'Angleterre, mais voilà, accepte au compte-gouttes, disons, que des mineurs qui ont de la famille en Grande-Bretagne puissent être accueillis là-bas. Mais il y en a à peu près 70 qui ont été admis sur le territoire britannique et on estime qu'il y en a plus d'un millier qui est actuellement dans la jungle de Calais. Donc il y a un bras de fer qui continue entre les deux pays. L'Angleterre ayant quand même intérêt à faire avancer le dossier parce que si l'alternance a lieu, tous les candidats à la primaire de droite ont promis d'aller à Londres renégocier les accords du Touquet. Un enjeu de la présidentielle. On verra. Maxime Fieschi, alors vous, la métropole du Grand Paris a présenté ce lundi 61 projets d'urbanisme qui doivent permettre la construction de demain dans la métropole. Alors est-ce que la Seine-Saint-Denis tient une part importante dans ces projets ? Oui, très importante. 61 projets retenus, dont 23 ciblés en Seine-Saint-Denis. Alors effectivement, pour l'instant, on est encore à l'étape du fléchage des territoires qui sont concernés, mais on aura du logement, on aura des bureaux, on aura des commerces, on aura des espaces verts qui permettront justement de reverdir le 93. Ça, c'est un enjeu qui est assez fort. Y compris en images. Y compris en images, tout à fait, parce que le 93 souhaite devenir un point d'attraction pour les Parisiens, mais aussi pour tout un tas d'autres franciliens, pour des balades dominicales, pour des pique-niques, que sais-je, en bord de Seine ou dans les parcs qui sont là-bas. Et voilà, donc hier, la métropole du Grand Paris a déterminé 23 sites qui permettront à 1600 architectes et urbanistes d'imaginer la ville de demain. On voit vos pages Seine-Saint-Denis derrière vous pendant que vous parlez. Olivier Allemand, la 27e semaine du goût partout en France du 10 au 16 octobre. Et sur Campagne TV, votre chaîne. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que Campagne TV est partenaire de la Semaine du Goût, mais au-delà de ça, en fait, évidemment, c'est un sujet plus léger, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même le seul moment de l'année, pendant une semaine, où effectivement, on éduque au goût. C'est la 27e, donc on a tous eu ça dans nos classes primaires, dans nos lycées, dans nos universités. Là aussi, c'est réapprendre, là aussi, ou découvrir des goûts qu'on n'a pas l'habitude de connaître, en tout cas. Alors, c'est évidemment, il y a tout un tas de manifestations, et dans tous les territoires et partout en France, c'est vraiment zone rurale comme zone urbaine, où il y a des chefs qui se... Est-ce que c'est gratuit ? Ah oui, c'est complètement gratuit. C'est complètement gratuit. Alors vous pouvez rencontrer des chefs cuisiniers, des agriculteurs, des artisans et des professionnels de la santé. Pourquoi cette année ? Parce que la thématique, c'est mieux manger pour vivre mieux. Donc là aussi, on sent bien la montée, là aussi, du plaisir de l'aliment, mais de l'aliment pour se faire aussi du bien. C'est une vraie thématique. Il y avait un sujet ce matin où effectivement on a retrouvé des pesticides dans les mueslis. Ce matin, il y a une enquête là aussi une sacrée dose, d'ailleurs. Sacrée dose. Donc justement, là aussi, cette notion de mieux manger pour vivre mieux, c'est quand même important. Et on part du petit déjeuner. Je sais que là aussi, le ministre Stéphane Le Foll va faire... Ceux qui nous regardent en ce moment. Exactement, ceux qui nous regardent en ce moment. C'est bon pour le commerce extérieur aussi, non ? Clairement. Non, mais c'est clairement bon pour le commerce extérieur. La preuve, c'est que la première semaine du goût en Chine démarre la semaine prochaine, à l'image là aussi de la semaine du goût française. Donc, comme on a les présidents de région vont voyager pour promouvoir ça ? Alors je crois que c'est pas prévu parce que c'est vraiment la première fois que c'est fait en Chine. Mais là aussi, ça prouve bien que aujourd'hui, sur tout ce qui est produit de qualité, on est copié partout en France. La preuve là aussi, le championnat du monde de dégustation de vin a été remporté pour la première fois ce week-end par les Chinois. Merci beaucoup Olivier Allemand, Campagne TV. Merci Hervé Favre de La Voix du Nord et Maxime Fieschi du Parisien édition 93. On vous réaccueillera sur ce plateau. Et on va rappeler juste l'édito d'Hervé Favre dans La Voix du Nord sur Bernard Cazeneuve et Manuel Valls qui, au fond, selon vous, ont eu une réaction tardive. Voilà, dans La Voix du Nord. Merci à vous. On va passer à la météo de ce jour qu'on regarde ensemble.
La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, c'était la météo avec l'Association des départements de France. Voilà, on passe au Zap Élysée de Christophe Combarieux, le premier zapping politique des matinales. On le regarde ensemble. En arrivant, ils ne se sont même pas serré la main. Et dès la deuxième question du débat, la polémique du week-end entre en jeu. Nous l'avons vu violer les femmes en se basant sur leur apparence, en les classant de 1 à 10. Quand je vois Trump parler, je me dis que le populisme, c'est pas la défense du peuple. Contrairement à ce que réclament toujours tous les populistes. C'est le mépris du peuple. Je ne suis pas fier de ce que j'ai dit, mais c'était quelque chose qui s'est passé. Si vous regardez Bill Clinton, et il s'est comporté beaucoup plus mal que moi. Quelques minutes avant ce deuxième débat, le milliardaire a donné une conférence de presse. Autour de lui, plusieurs femmes qui affirment avoir été violées par l'ancien président des États-Unis. Mr. Trump may have said some bad words. But Bill Clinton raped me and Hillary Clinton threatened me. I don't think there's any comparison. Quand j'entends de tels propos, ça me rappelle le conseil de mon ami Michelle Obama. Quand il frappe en dessous de la ceinture, il faut frapper au-dessus. I've never seen such a dirty political campaign. Je n'ai jamais vu et j'espère bien une campagne politique aussi sale. Je traduis quand même. J'espère bien que jamais une campagne française ne tombera à ce niveau d'ignominie. La question que vous n'aimez pas qu'on vous pose. Monsieur le maire, vous êtes le maire d'où? Quel est le petit surnom que vous donne votre épouse? Coquito. Combien de personnes, le regroupement familial par an? Le regroupement familial, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes par an. C'est 12 000. Oui. Pas plusieurs centaines de milliers, c'est 12 000. Sur le mandat. Pour Canteloup, Trump, c'est le Morano en Santiago. Ça vous fait sourire ou ça vous agace? Je trouve ça... Est-ce que vous êtes plongé dans ce dossier? Vous en parlez sans savoir, sans connaître. C'est ce que nous reprochons aux responsables politiques. Le regroupement c'est qu'ils ne familial... savent pas. Est-ce que vous connaîtriez, moi, je suis un petit artisan qui fabrique des gamelles en France, parce que je pense que je vais en prendre une. L'avance du maire de Bordeaux est de 14 points sur son concurrent Nicolas Sarkozy, 42% d'intention de vote, contre 28% pour l'ancien président. Au second tour, les chiffres montent même jusqu'à 62% pour Alain Juppé. Non seulement j'y crois encore, mais je m'interroge, si vous voulez, sur la qualité des sondages. Je ne dis pas que les sondages se trompent tout le temps. Je pense que pour la primaire, les choses sont compliquées. Pour 30 000 € à Nice en 2012, on avait 4 rangées de projecteurs qui éclairaient la salle, une rangée de projecteurs tricolores. Et si on compare avec hier, tu vois, ça ne fait pas forcément le même effet. Vous êtes prête à vous battre pour lui, pour retourner à l'Élysée? Je suis prête à me battre pour lui et l'aider autant que possible. Ça, c'était officiellement le même prix, 30 000 € les deux. Donc hier, il s'est fait arnaquer. Je sais pas, faudrait lui demander. Et puis à l'UDER, on m'a pas désigné un ennemi tout fait, on ne m'a pas dit la vérité est une et c'est nous qui l'avons. On m'a simplement dit que pour construire cette société de demain, il fallait l'effort de tous et la participation de tous. Voilà pourquoi je suis UDER. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, bonjour, l'invité politique de la matinale d'info, Territoire d'info, c'est Louis Giscard d'Estaing. Bonjour Louis Giscard d'Estaing, vous êtes vice-président de l'UDI, maire de Chamalières et député du Puy-de-Dôme. Merci d'être avec nous ce matin.
Pas député, mais conseiller régional. Conseiller régional. Et ancien député. Ancien député. Pour vous interroger aujourd'hui à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour. Louis Giscard d'Estaing, vous avez vu qu'il y avait une grève du zèle des policiers à l'appel des syndicats après le drame de Viry-Châtillon. Est-ce que vous soutenez la grève? Vous avez vu qu'il y avait un rassemblement de tous les policiers devant les commissariats de France aussi à midi. Oui, je comprends l'émotion très forte des policiers devant de tels agissements, et je comprends aussi le fait qu'ils veuillent manifester de façon claire leur volonté d'avoir à la fois plus de moyens et probablement aussi une réponse plus adaptée de la justice quand ils se trouvent exposés à des situations de cette nature. Mais est-ce qu'il n'y a qu'une réponse judiciaire qui peut être plus adaptée? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Le maire de Vitry-Châtillon est un UDI. Il dit j'ai renforcé la police municipale. À l'évidence, ça ne suffit pas. Ça fait quand même des années que la Grande Borne est une zone de non-droit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quels moyens supplémentaires mettons? Est-ce qu'il faut envoyer l'armée dans ces quartiers, sincèrement? Alors ça pose la question effectivement des moyens et de l'intervention de forces de police adaptées à ce type de zone de non-droit. Faut-il effectivement utiliser l'équivalent d'une garde nationale? Alors nous avons les compagnies républicaines de sécurité, les CRS qui peuvent venir en appui. Nous avons la gendarmerie mobile qui est aussi destinée dans certains cas à venir renforcer des forces de police nationales qui peuvent s'avérer insuffisantes pour contrôler des secteurs pareils, enfin de cette nature. Et en ce qui me concerne, par exemple, j'ai réalisé dans ma commune, j'ai fait quelque chose qui est original, mais nous avons regroupé dans un même site, à mon initiative, la police nationale et la police municipale. Et c'est un des premiers lieux en France où il y aura désormais un poste de police nationale et municipale regroupé, parce que là aussi, il y a un besoin de coordination qui n'est pas toujours mis en œuvre. Est-ce qu'il faut revenir sur la loi de légitime défense qui permettrait aux policiers de faire usage de leurs armes peut-être plus facilement? Écoutez, la légitime défense, elle s'exprime dans des situations où effectivement on perçoit la menace immédiate qui peut s'appliquer à des forces de l'ordre en exercice de leurs fonctions. Là, je crois comprendre qu'il y a eu une situation extrêmement rapide dans laquelle les forces de police n'ont pas eu le temps de réagir par rapport à cette menace imminente qui pesait sur leur vie. Vous ne répondez pas sur la loi sur la légitime défense. Est-ce qu'il faut revenir dessus? Il est possible qu'il faille revenir dessus. Bernard Cazeneuve a employé le mot sauvageon hier pour qualifier les agresseurs des policiers. Est-ce que c'est le bon terme? Il me semble que c'est un terme qui ne s'applique pas à des tentatives d'assassinat. Tentative d'assassinat, c'est un terme plus fort, d'après vous. Quel terme vous emploieriez? Alors on peut dire des assassins en situation de les qualifieriez d'assassins? De tentative d'assassinat, je crois que le terme est tout à fait approprié. À droite, certains réclament la démission de Bernard Cazeneuve. Faites-vous partie? Écoutez, c'est pas sur des termes que se pose la question. La question, c'est de savoir quels moyens on peut mettre en œuvre. Bernard Cazeneuve, sur certaines de ses décisions, a pris les bonnes décisions. Je crois qu'il faut en revenir au fond du débat. Concernant la primaire, l'élection approche évidemment. Et sur ce thème de la sécurité, c'est quand même Nicolas Sarkozy qui a lancé les débats, qui a préempté ce thème. Alain Juppé, lui, est peut-être un petit peu plus à la traîne, selon vous? Sur cette thématique. Je crois que sur cette question de la sécurité, il faut faire preuve à la fois de sang-froid, il faut faire preuve de hauteur de vue. On est dans un pays qui a des institutions, on ne peut pas les modifier comme ça. Et donc il y a, de ce point de vue-là, un vrai besoin d'être sur le fond des choses et dans la durée. Mais on voit là que sur les zones de non-droit, ça fait 15-20 ans et que rien ne se passe. Exactement. Gouvernement de gauche ou de droite? Voilà, est-ce que vous avez été député, on le disait tout à l'heure. Est-ce que vous sentez une responsabilité au fond? C'est ça l'idée. Bien sûr. Quand on a été législateur, nous sommes intervenus sur un certain nombre de ces questions. Vous vous souvenez sur les questions, par exemple, de l'interdiction du voile pour les mineurs, donc à l'école. Nous avons pris nos responsabilités à des moments donnés, et il faut reprendre ces débats là où ils seront nécessaires. C'est Louis Giscard d'Estaing, vice-président de l'UDI, maire de Chamalières, donc, qui est l'invité de Territoire d'Info avec Sud Radio sur Public Sénat et la presse quotidienne régionale. Louis Giscard d'Estaing, qui allez-vous soutenir aux primaires de la droite et du centre? Bien, merci de m'avoir invité pour vous annoncer que j'apporterai mon soutien à Alain Juppé. Je considère que, et c'est ici à Territoire d'Info que je suis heureux de pouvoir le dire, je considère qu'il faut aujourd'hui quelqu'un qui ait à la fois de l'expérience, du sang-froid, qui ait la capacité de prendre un peu de hauteur par rapport aux événements, et puis aussi c'est un homme de territoire, un homme des régions,
Nous sommes ici justement dans l'expression des régions, étant élu d'une grande région, conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je crois qu'il est important que ceux qui ont des responsabilités régionales ou des responsabilités à la tête d'une grande collectivité, comme la ville de Bordeaux, puissent apporter leur expérience de gestion. On sait que pour les maires tous les maires de France, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de faire face à toutes leurs obligations, y compris en domaine de sécurité. On parlait de la police municipale, c'est un exemple, mais c'est aussi la question de la gestion des écoles. Vous le savez, c'est un sujet sur lequel beaucoup de maires sont aujourd'hui très engagés, et j'apporte mon soutien à l'homme d'expérience et aussi à l'homme de dialogue qu'est Alain Juppé. Alain Juppé, pour vous, c'est le candidat de la droite ou le candidat du centre ? Et c'est une primaire de la droite et du centre. Vous êtes sûr qu'elle est primaire de la droite et du centre ? Oui, j'en suis sûr. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai attendu que l'UDI ait examiné les conditions de la primaire pour pouvoir aujourd'hui prendre cette décision d'apporter ce soutien à Alain Juppé. Et donc candidat de la droite ou du centre, Alain Juppé ? C'est un candidat de la droite et du centre. C'est une primaire de la droite et du centre. Alors sinon, il faudrait changer le nom de la primaire. Giscard d'Estaing, dans votre famille politique, certains ont été tentés d'aller vers Emmanuel Macron. Chantal Joanneau nous disait encore son intérêt sur ce plateau vendredi dernier. Le patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, n'a pas caché son intérêt pour Emmanuel Macron. Et vous, alors ? Il y a eu un effet Macron à l'UDI, mais ça va passer ? Tout le monde va se rallier derrière Alain Juppé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Je ne sais pas ce que certains responsables de l'UDI feront. En ce qui me concerne, qu'est-ce que vous dites à Jean-Christophe Lagarde ce matin de cet engagement avec toute l'équipe d'Alain Juppé. Et en ce qui concerne le cas Emmanuel Macron, moi ce que simplement j'ai exprimé, c'est qu'il fallait que Jean-Christophe Lagarde ou d'autres responsables de l'UDI disent à Emmanuel Macron: venez nous voir si vous avez des éléments de convergence avec l'UDI, qui est le troisième parti parlementaire de France. C'est pas dans l'autre sens que les choses auraient dû se faire. Alors sur la campagne de la primaire, hier soir, Alain Juppé a critiqué Nicolas Sarkozy, notamment sur sa proposition d'organiser 2 référendums le 18 juin prochain, s'il est réélu. Alors référendum sur les fichiers S et le regroupement familial. Franchement, a-t-on le droit de faire un référendum sur l'enfermement sans jugement de personne ? Est-ce que là, il n'y a pas un problème ? Est-ce que c'est constitutionnel ? À ma connaissance, ça n'est pas constitutionnel. À ma connaissance, la Constitution dit que le référendum pourrait être utilisé dans 2 situations: l'organisation des pouvoirs publics et la ratification d'accords internationaux. On n'est pas dans ce cas-là, donc je ne vois pas en quoi les référendums pourraient être utilisés dans ce contexte. Alors ça veut dire quoi ? Qu'on a un Nicolas Sarkozy qui ne connaît pas la Constitution ? C'est grave. En tout cas, la proposition me semble techniquement ou juridiquement non réalisable. Est-ce qu'il aborde tous ces débats par le petit bout de la lorgnette, comme a dit Alain Juppé hier soir ? Écoutez, bon, je crois que ce qu'il faut, c'est effectivement regarder les choses sur le fond, dans la durée, quelles sont les capacités, ne serait-ce que institutionnelles, de mettre en œuvre un certain nombre de propositions. Je soutiens l'idée qu'a développée Alain Juppé, que les ordonnances permettent, dès l'élection d'une nouvelle majorité à l'Assemblée, de mettre en œuvre des propositions. Mais sur cette idée de Nicolas Sarkozy de référendum, ça traduit quoi dans le camp Sarkozy ? Ça traduit de la panique en ce moment, parce que Nicolas Sarkozy décroche par rapport à Alain Juppé ? Ça traduit de la fébrilité ? Ça peut traduire l'idée qu'on peut lancer des propositions dans une campagne, quand bien même elles ne seraient pas réalisables. Je crois que c'est justement ce que les Français ne souhaitent pas, tomber à nouveau dans une situation. On l'a vécu avec François Hollande en 2012. Essayons de ne pas le retrouver. Ce que vous définissez, ça s'appelle comment, Louis Giscard d'Estaing ? Lancer des ballons d'essai comme cela lors d'une campagne, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle essayer d'attirer l'attention sur des sujets qui peuvent effectivement interpeller nos compatriotes, mais sans pour autant être en mesure de les mettre en œuvre. Alain Juppé parle hier sur son blog de courte échelle au Front National. Vous êtes d'accord avec lui ? Je crois qu'il y a une tentative ou une tentation d'aller en direction de certains électeurs qui ne savent plus très bien quelles sont leurs solutions alternatives. Eh bien, je pense qu'il ne faut pas aller dans cette direction. Louis Giscard d'Estaing, vous connaissez bien les campagnes présidentielles. Vous allez être actif dans celle d'Alain Juppé. Vous allez apporter vos conseils, votre expérience. Oui, je crois qu'il y a 3 On se rappelle d'images de vous, évidemment, dans les campagnes présidentielles de votre père.
Oui, alors j'ai aussi participé à d'autres campagnes présidentielles depuis, mais je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir apporter sa contribution. Il y a plusieurs sujets sur lesquels, chacun le sait, je suis engagé de longue date. Il y a des questions économiques et fiscales, et je souhaite pouvoir, par exemple, faire inscrire dans la Constitution le principe de non-rétroactivité fiscale. Ça fait partie des éléments de ma contribution. Il y a les questions européennes et de défense, où également il sera utile... Alors, justement, vous parlez d'expérience. Alain Juppé a eu cette phrase hier soir, je voulais savoir si vous êtes d'accord, et si vous l'aviez, peut-être si vous l'auriez conseillé de ne pas forcément la faire. En matière judiciaire, il vaut mieux avoir un passé plutôt qu'un avenir visant évidemment Nicolas Sarkozy. Bon, est-ce que c'est digne, ça, comme phrase? Je crois que ce qui est important, c'est qu'Alain Juppé, peut-être d'une certaine façon, apporte la clôture à ce débat sur le rôle des affaires dans une vie politique, lui-même étant passé par une épreuve politique et judiciaire. Je crois que c'est une façon de clore le débat. C'est pas une attaque assez personnelle? Écoutez, en tout cas, ne rentrons pas dans une polémique sur des propos. C'est Alain Juppé qui lance lui-même la polémique hier soir. Enfin, éventuellement, il apporte sa vision des choses, et en tout cas, c'est par rapport à ce qu'il a lui-même vécu. Véronique Jacquier, Sud Radio. Vladimir Poutine à Paris dans 8 jours. François Hollande menace de ne pas le recevoir à cause de son implication dans les bombardements à Alep. Faut-il recevoir, d'après vous, quand même, Vladimir Poutine ? Écoutez, la diplomatie, ça consiste par moments à dire des choses fortes à des gens qui ne partagent pas vos points de vue. Sinon, si on est uniquement entre alliés et entre amis, à la limite, la diplomatie n'a plus son rôle. Donc je pense que dans des situations comme celle-là, la France, si elle a une position forte à exprimer, elle doit pouvoir le faire, y compris directement. Donc militer pour un dialogue avec la Russie. Je crois que c'est utile de maintenir un dialogue avec la Russie. Et donc de recevoir pouvoir dire, Vladimir Poutine. Surtout si c'est à lui de faire la démarche de venir à notre rencontre. La jungle de Calais, normalement, devrait être démantelée la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir des migrants dans votre ville ? J'ai proposé il y a un an, quand la préfecture du Puy-de-Dôme nous a demandé si nous avions des locaux d'urgence qui pouvaient être disponibles. J'ai indiqué que nous en avions quelques-uns et nous pouvons accueillir jusqu'à 10 personnes si les conditions. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas d'accueil de migrants. Non, parce que pour l'instant, les services de l'État ne sont pas revenus vers nous, comme c'est la plupart, comme vous le savez, la plupart des maires sont confrontés à exactement la même situation que moi. Alors comment vous ressentez ou comment vous traduisez ce qui se passe en ce moment en France, c'est-à-dire que les Français sont divisés sur cette question de l'accueil des migrants. On a vu le week-end dernier des manifestations dans certaines communes pour les accueillir et d'autres pour les refuser. Oui, parce que nous sommes confrontés, je prendrai le parallèle évidemment avec l'Allemagne, nous sommes confrontés à une situation très différente de l'Allemagne. L'Allemagne est en situation d'accueillir en ce moment près d'1 million de migrants. Nous, on parle de répartir 15 000, 18 000 migrants sur l'ensemble du territoire. Donc on n'est absolument pas dans la même situation. Mais il est vrai que nous avons un double problème. C'est que nous avons un problème de chômage fort et que d'autre part, nous avons une difficulté réelle d'intégration. Les Allemands accueillent les migrants et en quelques semaines leur donnent des cours de langue allemande pour leur permettre de précisément s'intégrer plus facilement. Louis Giscard d'Estaing qui s'est prononcé sur notre plateau il y a quelques minutes pour Alain Juppé, soutenant Alain Juppé dans ses primaires de la droite et du centre. Toute la famille Giscard est derrière Juppé. Ah, je ne m'exprime que mon nom. Je laisserai bien sûr le soin, s'il le faisait... Va-t-on entendre Valéry Giscard d'Estaing soutenir? Écoutez, il s'est exprimé la semaine dernière au Sénat sur son engagement fort pour l'Europe et qu'il retiendrait dans les propositions des candidats à la primaire celui ou les propositions qui seraient les plus fortes en matière de relance européenne. Est-ce que vous lui en avez parlé de votre choix? Oui, je lui en ai fait part. Il vous approuve? Pourquoi je vous demande ça? Parce qu'ils ont mené une liste ensemble. Il approuve le fait que je prenne une décision, mais encore une fois, il n'est pas associé à ma décision. Ils ont mené une liste européenne ensemble. Ils ont conduit une liste européenne ensemble, absolument. Avec Alain Juppé. En 1989, il y a eu d'ailleurs un des meilleurs scores obtenus par une liste au Parlement européen, et c'était une liste VGE Alain Juppé. Il a dit la semaine dernière que la France avait plus besoin d'un homme d'État que d'un président de la République. Donc ça pourrait être Alain Juppé. Ça pourrait répondre tout à fait à cette définition. Véronique Jacquier, encore une question? La dépénalisation du cannabis, très important dans votre famille politique, parce que Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, a dit qu'il était pour la dépénalisation. On en parle ce matin parce que Nathalie Kosciusko-Morizet est pour aussi. Donc, nouveau ralliement dans la grande famille de la droite. Quelle est votre position sur cette question? Moi, je considère qu'il faut prendre
l'exemple de l'État du Colorado, il faut regarder très précisément ce qui a été réalisé dans le Colorado, qui, vous le savez, a mis en vente officielle le cannabis, mais sous contrôle de l'État. Ça me paraît être un exemple intéressant à valider s'il est reconnu comme étant pertinent. Merci Louis Giscard d'Estaing, vice-président de l'UDI, maire de Chamalières et ancien député, d'avoir été l'invité de Territoire d'Info. Vous vous êtes prononcé pour Alain Juppé dans cette primaire de la droite et du centre. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà, alors que Louis Giscard d'Estaing quitte notre plateau, Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, fait son entrée. Bonjour Yves. Bonjour Cyril, bonjour Et Denis Jambard, éditorialiste à 10 matin à Challenger, à Sud Radio, fait son entrée également sur ce plateau. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Bonjour, avant de revenir sur les propos de Louis Giscard d'Estaing et son soutien donc affirmé à Alain Juppé ce matin en direct dans notre matinale, on va revenir sur le drame de Viry-Châtillon. Des syndicats policiers appellent à une grève du zèle. Un policier a toujours entre la vie et la mort, bien sûr à la suite de l'attaque au cocktail Molotov contre sa patrouille de samedi. Manuel Valls et Bernard Cazeneuve sont allés sur place. Sauvageons, c'est un terme qu'ils ont employé. Vous trouvez que c'est le terme adéquat ? Non, il a dû penser évidemment à Jean-Pierre Chevènement à l'époque qui d'ailleurs avait crevé un petit peu le tabou pour la gauche d'un vocabulaire un peu ferme, mais il parlait de gamins qui mettaient... Louis Giscard d'Estaing a parlé d'assassin. Non, mais j'ai pas terminé. Le mot adéquat, c'est évidemment le mot de meurtrier et d'assassin. Quand c'est assassin, ça veut dire qu'il y a préméditation. Et là, on va pas me dire qu'il n'y avait pas préméditation. Donc évidemment que le mot sauvageon est inapproprié, comme on dit, il est trop faible. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pas à ça qu'il faut s'arrêter. Je vais vous dire, la gravité du sujet, c'est évidemment le fait qu'il y a des zones de non-droit, que des bandes organisées s'attaque à l'autorité publique dans sa représentation aussi bien humaine que technique. Et il est là le sujet. Et le problème, c'est que ce sujet-là, je vais vous dire, le vrai problème. La campagne présidentielle de 2002, elle a été faite sur quoi? Elle a été faite sur les histoires d'insécurité. Qui y a eu au deuxième tour de la présidentielle de 2002? Il y a eu M. Jean-Marie Le Pen. En 2017, il y aura qui au deuxième tour de la présidentielle? Vraisemblablement, si on en croit les études d'opinion, Marine Le Pen. Ça veut dire qu'entre 2002 et 2017, en 15 ans, rien, strictement rien n'a changé. Et les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, ne cessent de parler, ne cessent de dire qu'ils vont faire quelque chose, ne cessent de raconter qu'ils s'attaquent au sujet, et finalement, rien ne change. Denis Jambard. On retrouve Yves Tréhard avec donc, une responsabilité collective. Moi, je trouve assez grotesque de déclencher une bataille sémantique sur un sujet aussi grave. Sauvageons, bien sûr que ce sont des assassins, et on ne va pas faire un procès au ministre de l'Intérieur là-dessus. Mais je rejoins Yves, peut-être en tonitruant moins, mais c'est vrai que on le sait depuis longtemps, il y a eu des livres sur les territoires perdus de la République. On sait depuis longtemps qu'il y a une action à mener dans certaines zones, dans les grandes banlieues ou même dans les banlieues proches et même à l'intérieur des villes qui sont totalement abandonnées, où la police ne peut même plus entrer. Et quand elle entre, ça donne ce que nous avons vécu en début à Vitry. À Viry-Châtillon. Viry-Châtillon. Voilà. Sur le thème de la présidentielle, ce que vient de dire Yves Tréhard, c'est-à-dire que voilà, on va être dans le problème comme il y a 10 ans. Non, il y a 15 ans. 15 ans. Comme il y a 15 ans. Mais c'est vrai que c'est une question fondamentale. Je rappelle que le premier devoir d'un gouvernement, il y en a 3. Sécurité intérieure, sécurité extérieure et concorde nationale. Sécurité intérieure, c'est absolument impératif. Et en effet, comme ce problème-là n'est pas réglé, je ne dis pas que c'est facile, hein, nous on est là, on explique, il faut faire, il n'y a qu'à Faucon. Néanmoins, on voit bien que depuis, en effet, des années et des années, et bien avant 2002, eh bien, il y a des actions qui n'ont pas été menées dans ces territoires perdus de la République et qu'on a aujourd'hui ces drames épouvantables, des gens qui viennent assassiner
au vu et au su de tout le monde sans qu'on ne puisse faire quelque chose. Donc, en effet, ça nourrit le Front National. Et par rapport à 2002, c'est pas un Front National à 18% qu'on va avoir. C'est un Front National à 27, 28, 29 ou 30. Madame Le Pen, elle n'a rien à dire aujourd'hui. Qui a les solutions les plus sages, entre guillemets, les plus efficaces dans le paysage, Yves Tréhard? C'est-à-dire que moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est les rodomontades. Dire, il y a qu'à Faucon, parce qu'ils sont aussi beaucoup dans ce registre-là. C'est pas parce que vous allez organiser des référendums. C'est pas parce que vous allez faire un tintamarre terrible que vous allez régler le problème. Le problème, il est triple. Hein. Il est un problème de moyens pour la police, parce que c'est vrai que la police a eu moins de moyens, mais c'est pas le premier des problèmes. Le premier des problèmes, il est à l'école, il est dans l'éducation. Hein, et c'est là qu'il faut agir. 3, le problème, il est aussi dans l'institution judiciaire qui doit appliquer les peines qui sont prononcées. Et il est évidemment pas, à mon avis, dans la légalisation du marché de la drogue qui ne change rien du tout. On voit bien aussi que il y a des moyens, on ne peut pas aller à l'infini dans le développement des moyens de la police. Regardez, par exemple, sur ce qui se passe à Nantes avec les zadistes. Il y a eu un vote, il y a eu un référendum. Normalement, on doit exécuter la décision. Eh bien, il faut 2000 gendarmes. C'est impossible de les mettre. Donc, une fois de plus, on va dire que l'ordre public est en échec. Denis Jeanbart, Louis Giscard d'Estaing, sur notre plateau il y a quelques minutes, en tant que vice-président de l'UDI, s'est prononcé pour Alain Juppé dans la primaire de la droite et du centre. Ça veut dire que Juppé devient le candidat des centristes? Mais écoutez, c'est pas très surprenant, puisqu'il s'adresse au centre et parfois à la gauche aussi. Il appelle tous les électeurs. Il a fait la stratégie. Pour Alain Juppé. Il a fait la stratégie du rassemblement. Il a fait un choix stratégique qui est à l'opposé du choix de Nicolas Sarkozy. Donc il me paraît assez légitime. Qui a l'air de payer en ce moment en termes de sondage et d'attention de vote à la primaire. Ça paye en effet. Les électeurs du centre et de gauche disent que s'ils vont voter à la primaire, ils voteront. Et c'est ce qui explique la progression d'Alain Juppé dans les sondages. Il est face à un adversaire qui a fait le choix inverse. C'est-à-dire, il fait un choix sur une droitisation de la campagne électorale et même un appel aux électeurs du Front National pour essayer de récupérer les électeurs de droite qui sont partis au Front National. Donc, mais quand vous regardez les sondages, ça paye aussi sur ce cœur de cible de Nicolas Sarkozy. Et tout va se jouer, d'ailleurs, sur la participation ou pas des électeurs centristes et de gauche à la primaire. Yves Tréhard, sur ce point, Louis Giscard d'Estaing soutient Alain Juppé. C'est un atout pour Alain Juppé. C'est évidemment un atout. Plus il a de soutien, meilleur c'est pour lui. C'est pas très étonnant. Si vous prenez les centristes et l'UDI, vous vous apercevez que la plupart des responsables de l'UDI vont vers Alain Juppé. Vous avez quelques-uns qui vont vers Bruno Le Maire. Et puis, vous en avez un ou deux qui se sont prononcés pour Nicolas Sarkozy. À chaque fois, c'est parce qu'il y a un historique entre Monsieur Maurice Leroy, qui vient d'ailleurs à l'origine du Parti communiste, il faut le signaler. Eh bien, tout ça a une histoire, et il y a des logiques, si vous voulez. Non, la bonne question, c'est de savoir qui seront. Vous voulez dire que la logique, c'est que les électeurs du Parti communiste rejoignent Nicolas Sarkozy? Je voudrais dire, très vite, on n'a plus le temps. En 2 secondes. On n'a plus du tout. Là, ça sera intéressant avec Macron. Qu'est-ce qui va se passer quand Macron sera candidat? Merci Yves Tréhard, on reviendra là-dessus. Merci Denis Jeanbart. On regarde ensemble le Zappélisé, le premier zapping politique des matinales. En arrivant, ils ne se sont même pas serré la main. Et dès la deuxième question du débat, la polémique du week-end entre en jeu. Nous l'avons vu violer les femmes en se basant sur leur apparence, en les classant de 1 à 10. Quand je vois Trump parler, je me dis que le populisme, c'est pas la défense du peuple. Contrairement à ce que réclament toujours tous les populistes. C'est le mépris du peuple. Je ne suis pas fier de ce que j'ai dit, mais c'était quelque chose qui s'est passé. Si vous regardez Bill Clinton, et il s'est comporté beaucoup plus mal que moi. Quelques minutes avant ce deuxième débat, le milliardaire a donné une conférence de presse. Autour de lui, plusieurs femmes qui affirment avoir été violées par l'ancien président des États-Unis. Mr. Trump may have said some bad words. But Bill Clinton raped me and Hillary Clinton threatened me.
J'entends de tels propos, ça me rappelle le conseil de mon ami Michelle Obama. Quand il frappe en dessous de la ceinture, il faut frapper au-dessus. I've never seen such a dirty political campaign. Je n'ai jamais vu et j'espère bien une campagne politique aussi sale. Je traduis quand même. J'espère bien que jamais une campagne française ne tombera à ce niveau d'ignominie. La question que vous n'aimez pas qu'on vous pose. Monsieur le maire, vous êtes le maire d'où? Quel est le petit surnom que vous donne votre épouse? Coquito. Combien de personnes, le regroupement familial par an? Oh, le regroupement familial, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes par an. C'est 12 000. Oui. Pas plusieurs centaines de milliers, c'est 12 000. Sur le mandat. Pour Canteloup, Trump, c'est le Morano en Santiago. Ça vous fait sourire ou ça vous agace? Je trouve ça... Est-ce que vous êtes plongé dans ce dossier? Vous en parlez sans savoir, sans connaître. C'est ce que nous reprochons aux responsables politiques. Le regroupement c'est qu'ils ne familial. Savent pas. Est-ce que vous connaîtriez, moi, un petit artisan qui fabrique des gamelles en France, parce que je pense que je vais en prendre une. L'avance du maire de Bordeaux est de 14 points sur son concurrent Nicolas Sarkozy, 42% d'intention de vote contre 28% pour l'ancien président. Au second tour, les chiffres montent même jusqu'à 62% pour Alain Juppé. Ah, non seulement j'y crois encore, mais je m'interroge, si vous voulez, sur la qualité des sondages. Je ne dis pas que les sondages se trompent tout le temps. Je pense que pour la primaire, les choses sont compliquées. Pour 30 000 € à Nice en 2012, on avait 4 rangées de projecteurs qui éclairaient la salle, une rangée de projecteurs tricolores. Et si on compare avec hier, tu vois, ça ne fait pas forcément le même effet. Vous êtes prête à vous battre pour lui, pour retourner à l'Élysée? Je suis prête à me battre pour lui et l'aider autant que possible. Ça, c'était officiellement le même prix, 30 000 € les deux. Donc hier, il s'est fait arnaquer? Je sais pas, faudrait lui demander. Et puis à l'UDER, on m'a pas désigné un ennemi tout fait, on ne m'a pas dit la vérité est une, et c'est nous qui l'avons. On m'a simplement dit que pour construire cette société de demain, il fallait l'effort de tous et la participation de tous. Voilà pourquoi je suis UDER. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain matin à la même heure. Bonne journée.